Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 140e site-rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes, bonjour à tout le monde, tous les spectateurs. Aujourd'hui, je vous salue. Merci pour votre fidélité. Alors on va commencer sans transition par parler des sanctions internationales. Je mets des guillemets au mot sanctions puisqu'il s'agit véritablement d'un embargo illégal du point de vue du droit international. Je parle de l'embargo décrété par les Américains contre la Syrie, puisqu'il y a eu des manifestations dans beaucoup de capitales, notamment européennes, exigeant la levée des sanctions contre la Syrie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors les sanctions sont une arme de destruction massive dont usent et abusent les États-Unis, en fait, contre tous les pays souverains qui n'acceptent pas leur diktat. Alors, vous vous rappelez que à Cuba est sous embargo depuis 1961, que le Venezuela a subi aussi et il est toujours sous embargo jusqu'à ce que ce siège a été brisé, que l'Iran, c'est pareil, l'Iran, aujourd'hui on met beaucoup de ce qu'ils appellent sanctions, en fait aussi contre la Russie et ainsi de suite, donc la Syrie. Dans la région, je dirais, la Syrie, la Palestine, Gaza, parce que les résultats des élections de Gaza, en 2007, n'ont pas plu aux Américains, parce que aussi le Yémen, donc ils font la guerre et rappelez-vous quand même aussi les sanctions contre l'Irak qui ont fait des millions de morts. Et pour lesquels Albright, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, elle a dit tous ces millions de morts, hein, ça vaut le coup quand même. Hein. Quand on lui a posé la question, voyez tout ça sur la conscience, vous le supportez. Oui, ça vaut le coup quand même de tuer autant de monde. Donc cette arme de destruction massive qui est appliquée sur la Syrie maintenant depuis le début d'ailleurs de l'agression contre la Syrie, depuis 2011. Tu parlais d'une liste de pays, on peut rajouter aussi l'Iran dans cette liste de pays. Oui, bien sûr, l'Iran aussi, oui, merci de me le rappeler, mais en fait, bon, c'est une liste de pays qui est importante, interminable et longue, et forcément on en oublie. Mais ce sont en fait, effectivement, c'est une arme de destruction en fait qui consiste à dire, à interdire à tous les pays d'échanger quoi que ce soit avec ce pays, et puis d'appliquer effectivement des punitions en fait contre les pays qui osent braver cette interdiction. En plus la fameuse loi d'extraterritorialité américaine, c'est-à-dire lorsqu'il y a une compagnie, en fait c'est pas seulement sur les pays, mais c'est aussi sur les compagnies privées et sur les personnes. S'il y a une compagnie qui traite avec ce pays et qu'il y a un minimum de relations avec les États-Unis, elle bloque ces relations, elle bloque la compagnie, et puis voilà, donc ça va aussi vers sa mort, en fait. En fait, c'est-à-dire que, si je peux intervenir, en fait, c'est-à-dire que les États-Unis font payer très cher aux entreprises via les tribunaux américains, c'est le principe, effectivement, comme tu disais, d'extraterritorialité de la loi américaine et du droit américain. Et effectivement, ils font plier des entreprises qui ne... C'est un peu comme si les États-Unis s'érigeaient en gendarmes du monde, et au niveau des entreprises, grâce en fait au dollar et grâce au système SWIFT. C'est comme ça qu'ils font piller les entreprises. C'est parce que les Américains sont maîtres sur ces deux domaines-là. On va parler du Congrès américain qui a renouvelé justement les sanctions. Oui, ils ont renouvelé, donc ils ont décidé de reprendre
les sanctions après l'arrêt, entre guillemets, grand guillemets, de 180 jours, le gel des sanctions donc contre la Syrie. Voilà, bon, ils ont repris et en plus ils accentuent tout ceci d'ailleurs dans le cadre d'une campagne médiatique diabolisant le pouvoir syrien comme si en le traitant de celui qui vole les aides alimentaires, les aides humanitaires, etc., qui utilise aussi le pouvoir syrien, qui utilise tous ces comment dire, ces pouvoirs pour discriminer les citoyens, ceux qui sont selon leur position politique ou pas, etc. Campagne complètement diabolique et fausse, les fausses allégations, il faut dire, campagne mensongère complètement. Et donc, dans ce cadre-là, ils essayent de remettre les sanctions. Donc, face à cela, il y a effectivement un mouvement très important de la Syrie, enfin des Syriens et des amis du peuple syrien, et des gens qui ont en fait effectivement le souci d'une liberté et surtout de la souveraineté des différents pays et de l'application de la charte de l'ONU. Il faut dire aussi que tout ça, c'est illégal du point de vue de la charte de l'ONU, c'est illégal du point de vue du droit humanitaire, du droit international humanitaire, et les Américains le font, l'appliquent, etc., bravant toutes ces illégalités. Et personne, pas personne en fait, bon, ils le font en utilisant leur force, leur force et leur pouvoir qui est très important et qui maintenant est en train de décliner dans la mesure où il y a d'autres pôles importants qui apparaissent dans le monde, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran aussi. En fait, tous ces pays qui sont forts à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, et qui ont commencé à créer un marché parallèle à celui du dollar qui commence à traiter avec les pays avec leur monnaie locale, en fait, avec leur monnaie nationale, et qui permet donc ce qui permet de diminuer le poids du dollar dans tous les échanges internationaux. Oui, à force en fait d'abuser de leur monopole, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et maintenant, les peuples se détournent du dollar, alors que c'est vrai qu'ils avaient un avantage indu, qu'ils auraient été bien inspirés dans leur propre intérêt, les Américains, de ménager. Ils ont imposé à toutes les transactions, ils ont imposé à toutes les transactions mondiales, notamment des transactions sur les matières premières. Et ça, c'est très, très important, sur le pétrole et sur le gaz sachant que le dollar n'a pas d'équivalent en or et que c'est une monnaie qui est complètement du pipeau, c'est du papier. Alors, tu voulais souligner que, en préparant cette interview, que l'embargo, après une catastrophe naturelle comme un séisme, l'embargo américain, il est doublement criminel, pour pas dire génocidaire. Sans parler des pillages. Alors, si tu peux nous en dire deux mots. Absolument, absolument. Alors, surtout que la Syrie a vraiment subi cet énorme séisme. La Syrie et la Turquie, mais la Turquie n'est pas objet de sanctions, elle n'a même pas été victime d'une guerre d'agression pendant 12 ans, qui a une guerre d'agression terroriste, d'ailleurs, menée aussi par les pays occidentaux, par les pays de l'OTAN, qui a détruit pendant 12 ans son infrastructure, c'est-à-dire que c'est les routes, les hôpitaux, les écoles, toute la machinerie agricole, même
les canalisations, les canaux d'irrigation, euh, et si bien que pendant le séisme, il n'y avait même pas la possibilité d'avoir des rues pour pouvoir dégager les gens. Il y a énormément de personnes qui sont mortes sous les décombres. Alors qu'on les entendait, on pouvait les sortir de là, on pouvait les sauver. Mais la pénurie de matériel, de matériel de levage, de matériel d'engin. d'engins, etc., a fait que beaucoup de personnes ont dépéri sous les décombres. Et donc, c'est plus que criminel. Et en fait, de la même manière, alors pour qu'il y ait chirurgie, pour qu'il y ait tous Médicaux. les appareils de médicaux, oui, mais d'imagerie médicale, les appareillages d'imagerie médicale, les appareillages qui permettent aussi un certain nombre d'opérations délicates, etc. Même les appareils de dialyse, hein, tout simple, sont rares et ont été aussi, après 12 ans d'embargo, donc ils manquent tous de pièces et de maintenance, etc., car l'embargo américain, il portait aussi sur les pièces de rechange de l'appareillage médical, il portait aussi sur les contrats de maintenance de l'appareillage médical, etc. Donc, ce qui fait que dans une phase où on a le maximum besoin de tout ça, ceux qui ont été détruits par les terroristes, animés par les Américains aussi et leurs tirs, ceux qui ont échappé, les appareillages qui ont échappé à ça, aujourd'hui, ils sont presque en grande difficulté, voire hors d'état de fonctionner, du fait qu'il manque des pièces de rechange et qu'on ne peut absolument pas importer. Un dernier point aussi sur les médicaments. Les médicaments, la Syrie avait aussi une industrie médicamenteuse très importante. On en arrivait à exporter à 51 pays aussi, même les médicaments. Mais ils ont été détruits en grande partie et même totalement. Une partie a pu redémarrer juste avant le séisme et maintenant aussi à nouveau en 2019 cet embargo sous le vocable Code César est venu aussi interdire et mettre en difficulté même l'industrie médicamenteuse, car les matières premières, on importait la matière première aussi qu'on transformait en médicaments pour avoir des médicaments à la portée de tous les citoyens, c'est-à-dire à un prix abordable quand ce n'est pas gratuit. Alors, je voudrais rappeler que même les chimiothérapies, etc., les médicaments contre le cancer, dans la Syrie avant 2011 étaient gratuits et toutes les personnes, elles se faisaient traiter dans les hôpitaux sans même qu'on leur demande ni leur nationalité, ni leur nom, etc. Ils se faisaient traiter gratuitement. Bon, malheureusement, maintenant, tout ça, c'est fini. Ça coûte très cher quand ça existe. Donc, vraiment, un très grand crime contre l'humanité qui frappe, en fait, toutes les personnes malades, qui frappe les personnes les plus faibles, les plus vulnérables de la société. Les victimes du séisme. Les victimes du séisme. Voilà, les enfants, les femmes et les victimes de la maladie. Donc, non, les victimes du séisme, pardon, je disais. Du séisme, oui, non, mais ça c'est... En général, je parle de la maladie, mais là, les victimes du séisme, oui, parce que il y a aussi, en plus je dirais, des fractures et des nécessités d'opérations délicates, etc., il faut quand même rappeler qu'il faisait un froid absolument effarant, il pleuvait, et on n'a toujours pas de quoi se chauffer, car les Américains continuent d'ailleurs, continuent jusqu'à aujourd'hui à piller notre pétrole, ils continuent à piller tous les jours des dizaines
des dizaines de citernes, du pétrole, des puits du nord-est de la Syrie, Haql al-Umar et Konico, etc. Ils continuent à piller le pétrole et à le sortir par le passage Shadadi à leur base illégitime et leur base aussi qui n'a pas lieu d'être, qui s'appelle la base Al-Shadadi, qui existe sur la frontière irako-syrienne, irakienne en fait, à l'intérieur du département Erbil, qui est département nord-irakien, nord-est de l'Irak, mais qui est aussi qui pose problème à l'État irakien. Alors, Donc, il vraiment, y a à nouveau Pardon, vas-y. Ajouter au fait qu'ils ne pillent pas seulement le pétrole et le gaz, mais en même temps, ils détruisent aussi nos raffineries, parce que même à supposer qu'on arrive à avoir du pétrole d'ailleurs, les raffineries ont été aussi largement saccagées, et ce qui fait qu'on n'arrive pas non plus à les avoir, mais aussi en même temps, les récoltes de céréales, d'arbres fruitiers, de coton, etc., sont aussi systématiquement pillés par les Américains. Donc, en fait, et là, ils disent, oui, c'est parce que nous aimons le peuple syrien et on veut qu'il soit en démocratie et on ne veut pas que le président Assad le tue, parce que c'est Assad qui tue son peuple. Eux, ils nous font vivre en nous pillant toutes nos possibilités. Alors les attaques contre les Syriens continuent. Il y en a eu de nouvelles qui ont fait une dizaine de morts. Tu m'en parlais en préparant cette émission. Notamment des personnes qui récoltaient des truffes. Et puis tu m'as parlé également d'un troupeau de 1000 têtes volées. Alors tout à fait. Qui fait Alors ça? là, ils ont réactivé Daesh. Oui, on en avait parlé effectivement. J'en avais placé 2 mots la dernière fois, mais c'était effectivement 54 personnes qui ont été tuées avec une balle dans la tête par Daesh, en fait, qui, soi-disant, s'est réactivé. C'est des terroristes qui étaient dans les prisons de Qassad, en fait. Qassad, je vous rappelle, c'est les troupes appelées Forces démocratiques syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes, et qui sont dirigées par quelques Kurdes et qui comportent des tribus venues d'ailleurs, hein, donc qui sont les mercenaires des États-Unis, disons-le, de manière ouverte et claire. Donc eux, ils ont toujours quelques milliers de prisonniers. Je mettrai des guillemets à prisonniers de Daesh, qui de temps en temps s'échappent comme par hasard lorsque les Américains le veulent, et ils s'échappent des prisons. Donc on leur ouvre les prisons et d'ailleurs en plus et avec des armes, des prisonniers armés, et ils vont s'attaquer à la population civile. Donc des bergers qui sont en train d'accompagner leurs troupeaux. Là, 3 bergers ont été tués et ils ont carrément volé un troupeau de 1000 moutons, là, il y a 2 jours. 3 bergers ont été tués. Des femmes et des familles entières ont été tuées aussi du côté de Salamiyeh, donc dans l'est de Hama, un peu plus bas. Ils cueillaient les truffes. En fait, donc les gens, les truffes, c'est quelque chose de très bon et ça est très cher aussi, ça leur permet de vivre en les vendant, mais ça leur permet aussi de les manger et ça remplace la viande. Il faut le savoir. Et donc c'est quelque chose de très bien. Alors là, ils sont en train d'être tués par les Daesh, les terroristes de Daesh qui sortent comme ça sur ordre américain de temps en temps.
Et puis, voilà, les Américains disent, hein, ah ben, de toute façon, il faut qu'on soit là pour se battre, pour nous battre contre Daesh, parce que l'État syrien ne peut pas lutter contre Daesh. Donc là, nous sommes là pour défendre la population. Mhm. Donc voilà. Alors, C'est Israël a bombardé récemment l'aéroport de Alep. La dernière fois à notre dernier site rep, on avait parlé du bombardement de l'aéroport de Damas. Donc ils continuent leur forfait. Et alors là, c'est gênant pour l'aide humanitaire, si j'ai bien compris. Je voudrais quand même un peu rappeler l'ensemble du contexte parce Mhm, que il y a eu une visite en Israël d'abord de Bellis, Mike Bellis, il s'appelle Mike Bellis, oui, mhm, qui était c'est le ministre, oui, c'est Mike Bellis aussi, qui est le chef des armées américains. mhm, Il est passé en Israël et d'abord, il y a eu Blinken qui est passé en Israël aussi, le ministre des Affaires étrangères américain, et puis Lloyd Austin aussi. Il est passé là et puis d'Israël, il a fait un saut vers la Syrie. Alors, il est entré euh, sous, comment dire, euh, sous l'angle de la nuit, sans prévenir l'État syrien. Il est passé en Syrie, ce qui constitue en soi une violation de souveraineté. Il est rentré en cachette, hein, en Syrie, dans le nord-est de la Syrie. Il y a pour rencontrer Qassad, leurs mercenaires, et pour rencontrer aussi, soi-disant, leur base qui est autour des puits de pétrole, la base américaine, illégale, complètement illégale, en Syrie. Il rencontre les gens et il les mobilise, il dit que de toute façon, il faut que ça continue, il ne va pas se retirer, ils ne vont pas se retirer. Tout ceci avec un discours, en fait, euh, complètement mensonger sur le fait que le gouvernement syrien fait de la différence entre les Syriens, que le gouvernement, qui sont là pour protéger le peuple syrien, qui sont là pour déployer la démocratie, etc., etc., et que de toute façon, il réactive, hein, autrement dit, donc toutes les activités, il réanime toutes les activités de ces terroristes, en fait, mhm. réellement, de ces mercenaires terroristes. Et ben, le lendemain, immédiatement, le lendemain, donc il était passé en Israël et puis après dans le nord-est de la Syrie. Et le lendemain, les Israéliens agressent l'aéroport d'Alep, qui est bien entendu l'aéroport qui reçoit aussi les aides humanitaires, puisqu'il est à côté des sites qui ont été les plus touchés par le séisme. Et en visant en fait, cet aéroport était hors d'état de fonctionnement et il est toujours hors d'état de fonctionnement. D'ailleurs, il est prévu qu'il reprenne le fonctionnement peut-être vendredi. Mhm. C'est annoncé D'accord. aujourd'hui. Voilà. Alors Vendredi, c'est-à-dire. ces visites américaines, elles se sont produites et ce séisme se sont produits sur un fond de rapprochement entre la Turquie et la Syrie. Oui, Donc, aussi. est-ce que tu peux nous commenter Hmm. cette corrélation que certains font? Certains vont même jusqu'à dire que Oui, le séisme aurait été effectivement. provoqué. Certains disent que le séisme aurait été provoqué. On parle du fait que Alors, les Américains ont les technologies pour effectivement. le faire et ils ont le mobile. Effectivement, alors là, avant le séisme, hein,
il y avait effectivement des rencontres importantes en fait et des déclarations du gouvernement turc, aussi bien du ministre des Affaires étrangères du côté de la Russie et du ministre des Affaires étrangères turc, qui annonçait un rapprochement avec la Syrie, que c'était absolument important. Il y a eu une série de réunions des services, d'ailleurs, des deux pays, des services de renseignement des deux pays, des réunions de travail importantes qui ont préparé en fait des réunions des responsables politiques. Donc, il devait y avoir, avant le séisme, il devait y avoir la semaine mi-février, il devait y avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays. En fait, bien sûr, ça a été interrompu par le séisme. On reviendra sur le séisme qui est aussi sur lequel il y a aussi beaucoup de Question. de questions, effectivement, d'interrogations. Bon, on y reviendra. Mais là, donc, maintenant que les deux pays ont été occupés, effectivement, à penser leurs blessures, je peux dire, avec le séisme et qui ne sont pas terminées parce que c'était vraiment un énorme problème humanitaire, humain et économique et politique et tout. Donc là, aujourd'hui, on reparle d'une rencontre qui peut avoir lieu la semaine prochaine entre les ministres, pas les ministres des Affaires étrangères, mais les délégués des ministres des Affaires étrangères. En fait, c'est la deuxième personne dans le ministère. Mais des trois pays, mais auxquels s'est joint aussi l'Iran, puisque on retrouve ici les composantes d'Astana, en fait, hein, avec la présence de la Syrie, qui est le pays directement touché et concerné, donc, et qui pourrait aller dans le sens, effectivement, qui doit préparer une réunion des ministres des Affaires étrangères quelques jours plus tard ou une semaine ou deux plus tard. Donc ça, c'est un événement qui est très important. Les États-Unis, alors on dit que les États-Unis ont provoqué effectivement le séisme en Turquie. On dit, il y a des journalistes qui le disent, il y a des rapports qui le font, des rapports qui y font penser, qui vraiment insinuent ceci, parce que les États-Unis, depuis des années, travaillent sur des armes appelées armes tectoniques, hein, et des armes qui font aussi modifier le climat, pas modifier, mais provoquer aussi des choses dans le climat, c'est-à-dire provoquer des pluies orageuses, provoquer des orages de tonnerre, etc., etc. Les rapports existent. Alors, bon, moi, je ne pourrais pas présager de la justesse ou pas, mais il est important de savoir que cette hypothèse existe et qu'elle n'est pas complètement absurde. Elle n'est pas farfelue, oui, parce que effectivement, les technologies pour provoquer des séismes, les Américains travaillent dessus depuis environ 70 ans. Je crois que les premiers à bosser dessus, c'était les Soviétiques, et c'était presque par inadvertance qu'ils ont découvert leur capacité à provoquer des tremblements de terre. À l'époque, ils voulaient mesurer la croûte terrestre. Et en voulant mesurer la croûte terrestre, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire un tremblement de terre. Bref. De toute façon, les failles existent, le mouvement de plaques existe, et on peut effectivement amplifier le mouvement, le provoquer, etc. Il y a le rapport qui existe sur le projet HAARPS. Il y a d'autres rapports, d'ailleurs, que je vous le mettrai aussi, on vous les mettra en documentation, en référence. Il y a un documentaire qui est passé sur Arte également sur la géo-ingénierie, c'est le terme pour la modification du climat.
Oui, Voilà, tout donc à il y a les fait. brevets qui existent depuis plus de 20 ans sur ce sujet, hein, c'est Tout à fait. pas un sujet complotiste. Qui s'était Ah, étiqueté complotiste, mais maintenant que les dossiers sont ouverts, voilà. oui, de toute façon, c'est le cas. Et donc, en fait, pourquoi les États-Unis en veulent à la Turquie particulièrement? D'abord parce que, vu les positions qu'elle a prises par rapport à la guerre contre la Russie, puisque la Turquie est un pays de l'OTAN, mais qui ne s'est pas soumis aux sanctions que les Américains déjà imposent à la Russie, que la Turquie a d'excellentes relations avec la Russie, que la Turquie s'est positionnée comme un hub, en fait, à une plateforme de distribution, effectivement, des céréales russes, ukrainiennes aussi, et du gaz et du pétrole russe. Donc ça n'a pas du tout plu aux Américains. Le fait aussi qu'en plus, il y ait une possibilité de se rapprocher de la Syrie. Rappelons quand même que les Américains, à chaque fois, ils veulent qu'il y ait eu une avancée de certains pays vers la Syrie, comme c'était le cas en 2019 des pays arabes, hein. Ils ont fait tout pour bloquer aussi. En fait, il y a eu l'ouverture de quelques ambassades, réouverture de quelques ambassades en Syrie, mais ils ont tout de suite bloqué les autres ambassades. Les Américains ont bloqué le mouvement, justement, notamment de l'Arabie Saoudite et puis de l'Égypte et d'autres ambassades. Et tout récemment, tu me précisais en préparant cet entretien que les USA ont également fait pression sur l'ONU pour ne pas que l'ONU se coordonne avec l'État syrien dans le cadre de l'acheminement de l'aide humanitaire après le séisme, si je ne me trompe pas. Tout à fait, parce qu'il voulait aussi que l'ONU fasse directement, en fait, passe par les passages illégaux qui sont les passages via la Turquie, alors que la Syrie, jusqu'à présent, enfin, la Syrie, elle exige toujours qu'effectivement, il y ait une coordination avec l'État syrien pour la distribution des aides et notamment, en plus, de la distribution des aides dans les zones qui sont contrôlées par les terroristes. Oui. Or là, finalement, ben oui, finalement, la Syrie a accepté effectivement que les passages soient ouverts via la Turquie pour que l'aide humanitaire puisse aller dans les zones qui sont contrôlées par les terroristes sans qu'il y ait coordination nécessairement avec l'État syrien, mais avec coordination avec le Croissant Rouge syrien. Alors, Donc, l'aide voilà. arabe. C'est une organisation non gouvernementale Oui. quand même, il faut le savoir. Voilà. D'accord. Alors l'aide arabe à la Syrie a été nombreuse et elle a fait plaisir dans le sens, elle a montré que de nombreux pays arabes ont su dépasser leur positionnement politique discutable pour aider, bah voilà, dans une situation de dramatique, leurs frères syriens. Mais on peut noter quand même donc, que trois pays on déroge à cet élan de générosité, c'est le Qatar, le Maroc et le Koweït. Alors, puisqu'on parlait des pressions américaines, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces pays-là par rapport, je sais pas moi, soit à Israël, soit aux États-Unis? Mm. Est-ce qu'ils En sont... fait, effectivement, je peux dire quand même l'élan des peuples arabes, en fait, vis-à-vis du peuple syrien, a été vraiment celui du cœur, je peux dire. Ils sont venus, les premiers, c'était les Émirats arabes unis, qui ont envoyé vraiment des aides. Bien sûr, les premiers sont nos alliés très stratégiques de l'axe de la résistance, donc l'Iran, l'Irak, le Liban, le Hezbollah libanais, mais aussi l'État libanais, et aussi même certains ont été un peu plus, ils ont réfléchi davantage, comme l'Égypte, etc. Mais en fin de compte, ils sont venus quand même l'Arabie saoudite d'ailleurs, et la Jordanie a été dans les premiers élans aussi. Je voudrais dire que c'est clair que tous les peuples
arabes ont la Syrie dans le cœur. Et puis même dernièrement, la Tunisie, avec en même temps une augmentation du niveau de représentation de la Tunisie en Syrie, non seulement une reprise des relations, mais aussi ils ont élevé le niveau de représentation diplomatique, hein. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, ce séisme et ce sinistre, je peux dire, a permis à ceux qui voulaient de braver d'avoir un bon prétexte pour pouvoir casser cet embargo et ce blocus contre la Syrie. Et donc, ils sont là, ils sont présents avec beaucoup d'aide, avec beaucoup de participation aussi. J'ai oublié l'Algérie, mais qui était le premier jour du séisme. L'Algérie est venue avec des équipes de sauvetage, avec du matériel de sauvetage, etc. Et je pourrais leur dire 1000 fois merci à nos amis algériens. Donc, il faut dire quand même, l'Algérie n'était pas du tout, il n'appliquait pas l'embargo contre la Syrie. C'est un pays ami, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, cet élan, on espère qu'il va continuer et qu'actuellement, ils aident sur le terrain. Aussi, il y a eu même des bâtiments, pas des bâtiments préfabriqués, des sortes de mobil-homes, si on peut dire, qui ont été aussi, qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir loger des milliers de personnes correctement. Oui. En attendant qu'il y ait un déblayage, une reconstruction. Il faut savoir quand même que la terre continue à trembler aussi. Il y a encore des tremblements qui ont lieu, peut-être à beaucoup plus faible intensité, mais ça continue à trembler. Et donc, aucune construction ne peut se faire tout de suite, hein. Mais il faut quand même faire un plan, une étude et surtout déblayer parce qu'il n'y a pas de machine pour déblayer tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Et puis... Le premier bateau d'aide est arrivé au port de Hodeïda depuis 2015. Non, je me trompe? À Hodeïda, oui, mais ça c'est au Yémen. Ah pardon, excuse-moi. Alors, on peut dire... Oui, voilà. Alors avant ça, je voulais préciser une chose. Il y a une centaine de sénateurs américains qui ont présenté un projet de loi de retrait des forces américaines de Syrie. Alors c'est quand même surprenant parce que on pourrait croire à une certaine uniformité, que ce soit les démocrates et les républicains sur ce sujet. Et une centaine, c'est pas rien, c'est pas juste un ou deux. Oui, permets-moi 2 secondes. Je voudrais revenir un peu en arrière puisque tu as parlé de bateaux d'aide. Oui. Il faut dire qu'il y a eu des bateaux d'aide égyptiens qui sont venus aussi au port de Latakia. D'accord. Il y a eu pas mal de bateaux, en fait, 2 bateaux égyptiens et je crois un bateau aussi grec, il me semble. Et ça, c'est très important. Il y a eu 2 avions italiens qui sont venus, pas en Syrie, mais au port, à l'aéroport de Beyrouth. Et puis comment dire, l'aide humanitaire a été transférée par le Croissant Rouge libanais et le Croissant Rouge syrien. Donc, c'est important de voir ça. Alors, maintenant, effectivement, on revient aux centaines de sénateurs américains qui ont effectivement proposé à la réunion du Congrès hier, du Congrès, un projet de retrait des forces américaines de la Syrie. Alors, ces sénateurs sont à la fois, il y a des 2 partis, en fait, des démocrates et des républicains.
Et malheureusement, ils n'ont pas eu la majorité des votes pour que ce projet passe. Mhm. Donc voilà. Mais c'est important de le voir. C'est important de voir aussi que ça vient en même temps que des dizaines, voire des centaines de rassemblements populaires, pas seulement de Syriens, mais des peuples du monde, en fait aussi, contre les sanctions, pour la levée des sanctions et pour arrêter d'utiliser cette arme contre tout pays souverain qui refuse le diktat américain. Donc là, il y en a eu partout dans les pays, en Angleterre, en Autriche, à Berlin, en Allemagne. Il y en a eu même aux États-Unis, à Washington, à New York, dans les pays africains, dans tous les pays aussi tous les pays arabes, bien sûr en Syrie, en Palestine, au Yémen. Franchement, la position, les rassemblements et les manifestations du Yémen en faveur du peuple syrien et du peuple palestinien, alors que eux, ils sont dans une situation extrêmement difficile, ça fait pas seulement chaud au cœur, ça fait c'est fantastique, Émouvant. quoi, je Ouais, peux c'est dire. très émouvant. Absolument, c'est très émouvant. Et justement, donc, Et on parle le peuple irakien, en Irak, il y a eu aussi, en fait, partout, donc il y a eu ces rassemblements. Bien sûr, en Syrie, il y en a eu partout, Mhm. à la fois même à Hasakeh, à Deir ez-Zor, à Homs, à Hama, à Salamiyeh, à Damas, bien entendu, etc. Donc tout ça, ces mouvements. Et bon, là, j'annonce effectivement le rassemblement à Paris qui va avoir lieu donc samedi à 14h30, donc sur le terre-plein des Invalides. À 14h30, c'est un rassemblement de 2 heures euh, qui va avoir lieu là. Donc là aussi, j'enverrai, je t'ai envoyé l'annonce en fait, donc tu peux la mettre si Oui, tu veux bien. d'accord. Voilà. Alors, on parlait du Yémen, qui souffre, le peuple du Yémen, notamment Voilà. à cause d'une guerre, bien sûr, mais aussi à cause d'un embargo très féroce, auquel participent Ouais. malheureusement les forces armées françaises. Et donc, tu me faisais part qu'il y avait un premier bateau d'aide Voilà. humanitaire qui venait d'arriver, Premier bateau d'aide en fait, de vivre, euh, pas seulement de vivre, en fait. C'est le premier bateau qui apporte des choses normales, des quoi. marchandises. Des marchandises, voilà. Un premier bateau de marchandises. Or, ouais, on peut dire que c'est un premier bateau qui brise effectivement Le blocus. l'embargo, Donc il un est arrivé au blocus. port de Ruwaida et c'était pas arrivé depuis 2015. Daïda. Absolument. Et C'est le ouais, premier c'est depuis quand même un fait 2015. notable. Alors on va passer au Wall Street Mm. Journal qui a publié une information qui a fait rire certains, notamment du côté russe. Mm. Une information Mm. selon laquelle le sabotage de Nord Stream 1 et 2 aurait été réalisé par un commando ukrainien. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai que les Américains avaient Une plutôt un... sorte de commando ukrainien, 4 garçons et une fille, ou cinq plus une, 5 garçons plus une. Et voilà, en réponse en fait, et en ridiculisant d'ailleurs ou en disant que le rapport qu'a fait le grand journaliste Seymour Hersh, qui est un grand journaliste d'investigation connu et reconnu, qui a dit que effectivement l'attentat contre le Nord Stream le Nord Stream a été mené par les Américains ou par les services secrets américains. Là, ils disent non, c'est un petit commando ukrainien qui l'a fait, etc. Donc, ça a été relevé
par Lavrov qui dit c'est vraiment risible, hein, et tous les responsables euh, enfin russes disent que ça c'est vraiment. Il faut quand même rappeler que les premières accusations ça a été ah oui c'est la Russie qui a fait exploser le Nord Stream. Et puis après c'était le Danemark. Après non, après ils ont dit ah oui c'est du côté de la Suède. C'est des... Et puis depuis de toute façon la Russie exige qu'il y ait une commission d'enquête internationale à laquelle elle participe, que la Russie devrait participer à ça. Et en fait, tout ça, non, ce n'est pas accepté. Il y a eu une commission d'enquête, soi-disant, qui a réuni les États-Unis, la Suède et le Danemark et qui sortent avec ça. Mhm. Donc, bon, c'est vraiment, enfin bon, c'est vraiment comme ils nous ont habitués, quoi. Ils se foutent de l'esprit des gens, ils se foutent de nos gueules, quoi. Mhm. Alors on va parler maintenant de Palestine et d'Israël. Il y a eu malheureusement plusieurs massacres récemment à Jénine et, euh, et donc des réactions palestiniennes face à ça. Ah, Alors, Sujet moins là, drôle. c'est vraiment, bon, on peut dire, l'escalade israélienne continue. D'abord, en toute impunité, étant donné d'ailleurs qu'elle est soutenue et ressoutenue par les États-Unis. Comme je vous ai dit au début, on parlait de la Syrie parce qu'il y a eu Lloyd Austin et Blinken et Mike Bellis qui sont passés tous, ils sont passés en Israël d'abord, apportant appui au gouvernement Netanyahou et surtout voulant aussi apaiser la situation pour certains. Apaiser la situation, c'est-à-dire que les Américains n'ont pas beaucoup intérêt à ce que la situation explose en, en Palestine, surtout parce que ça entraîne une guerre dans toute la région, il faut quand même le dire. Donc, Netanyahou en profite et puis mène tout son gouvernement fasciste, hein, il continue l'escalade et les agressions contre les Palestiniens, où qu'ils soient. Alors, des agressions la nuit dans leur euh, Dans leur maison. dans la nuit, dans leur domicile, en fait, il y a des violations de domicile, des destructions de domicile, des tirs à bout portant. Il y a jusqu'à maintenant 78 personnes qui sont tombées avec des tirs à bout portant depuis le début de l'année. On est quoi? On est début du troisième mois. Et puis voilà, ça c'est. Il continue à tirer comme ça sur les Palestiniens. Et il continue aussi à tirer à maltraiter les détenus. Et effectivement, le mécontentement augmente et ça ne fait qu'augmenter la détermination des Palestiniens à continuer à se battre, hein. Et il y a eu, bien sûr, les Palestiniens sont soutenus par toutes leurs organisations, par l'organisation Hamas qui a fait aujourd'hui une déclaration disant que de toute façon, si les Israéliens continuent comme ça, ils vont le regretter complètement. Nous allons quand même, nous sommes le pivot de la résistance palestinienne. On va intervenir, on ne laissera pas nos jeunes se faire tuer comme ça. Donc, ça c'est. Et ça, donc, des véritables mises en garde, je dirais. Mhm. Alors du côté israélien, Et il y a eu puis, de nombreuses manifestations également. Du côté israélien. alors, de l'autre côté, Netanyahou qui veut faire comment dire, qui veut faire cette réforme du système judiciaire, hein, qui transforme le pays
en comment dire, qui transforme le pays en fasciste, d'après ce que disent les manifestants. Ils disent non au fascisme. De grosses manifestations, des centaines de milliers de manifestants dans toutes les villes de la Palestine occupée, mais des manifestants israéliens avec les drapeaux israéliens qui menacent effectivement Netanyahou qui disent qu'il est fasciste, que ce gouvernement est fasciste et qui veulent la démission, etc. Qui sont d'ailleurs, le gouvernement les attaque avec toute possibilité de répression, les gaz lacrymogènes, le tabassage, les chevaux, il y a une très grande violence qui s'est installée. Ils sont traités comme ils sont traités comme étaient traités les gilets jaunes en France par Macron, quoi. Grosso Voilà, modo. exactement d'ailleurs, c'est vrai. Des arrestations, etc. Et puis, aujourd'hui, Netanyahu partait à Rome et Lloyd Austin venait à l'aéroport à Lod, Mhm. à Tel Aviv, et en fait, à Lod, et en fait, les routes étaient coupées, etc. Donc, en fait, ils sont allés jusqu'à traiter ces manifestants de terroristes, ils sont allés jusqu'à traiter ces manifestants d'anarchistes, hein, et même Ben Gvir, le ministre de l'Intérieur, qui dit que de toute façon, il n'y a pas de place pour les terroristes chez nous. Mhm. Ça, c'est un point important, en fait, À ça, pour comprendre la oui. À pardon. à cela s'ajoute une inquiétude au sein de l'armée, me disais-tu en préparant l'interview. Exactement. Donc, ça ajoute à ça pas seulement une inquiétude, une véritable opposition au sein de l'armée, où les responsables ou les gradés refusent de faire le service et refusent de faire leur service de réserviste si cette loi passe ou cette réforme en fait du système judiciaire passe. Et en fait, ce qui fait que des responsables de l'armée aussi soient très inquiets et qui disent que c'est très très grave si ça nous arrive, effectivement, parce que s'il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas d'armée en Mhm. Israël. Donc voilà. Et sur ce, moi je pourrais dire, il faut quand même savoir le mois du Ramadan arrive, hein, donc c'est dans une dizaine de jours, 15 jours. Hein. Et donc là aussi, la résistance palestinienne promet une montée de l'envergure des protestations et pour arracher leurs droits aussi et pour en finir avec pour en finir avec l'occupant Mhm. et Alors, pour faire respecter leur. avant-dernière information avant de clore ce site rep, il y a eu une réunion à Doha de pays, notamment des pays pauvres, des pays en difficulté, des pays du tiers-monde, sous l'égide de l'ONU. Mm. Et alors ils ont dénoncé, puisque c'est sous l'égide de l'ONU, ça peut être surprenant, est-ce que tu peux nous en parler? Ils ont dénoncé certains Oui, organismes internationaux. en fait, ils ont tous été unanimes pour dire que de toute façon, la cause de leur sous-développement, c'est aussi beaucoup les structures dites d'aide bancaire, donc le FMI, la Banque mondiale, le mécanisme de ces banques ont été dénoncés. Ils ont dit que c'était de toute façon une raison qui d'une part, portait atteinte à la souveraineté de ces pays parce qu'il y a énormément de conditions et ces conditions sont plus pour servir les États occidentaux, donc les pays de l'OTAN et les pays dominants, Et pour, les anciens colonisateurs, et pour et, asservir en fait et les pour pays en asservir difficulté. les pays. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un
qui ose lever la tête, il est tué, assassiné, etc. Et puis, parmi les chefs d'État. si je peux Et intervenir, ça, c'est très important. parce qu'effectivement, les opposants sont assassinés, mais les pays sont en fait embrigadés et ils sont obligés pour suivre les clous de réaliser ce qu'ils appellent, ce que les FMI appellent des ajustements structurels. Et les ajustements structurels, qu'est-ce que c'est? Mhm. C'est des réformes drastiques dans ces pays pauvres pour le rendre encore plus néolibéral et encore plus ouvert aux quatre vents et aux investissements étrangers qui viennent prédater les ressources aux dépens des populations. Ils viennent piller, tout simplement. C'est en fait c'est une colonisation avec un nouveau nom Oui. et un nouveau masque, parce qu'ils viennent piller effectivement l'ensemble des ressources, mais en faisant travailler, en payant les ressources, en pillant les ressources des pays et en les appauvrissant de plus en plus Voilà. et en les laissant mourir de faim. Mais Et c'est la raison pour laquelle. ces ajustements structurels sont imposés justement par le poids de la dette. Et c'est important de le souligner, je pense, justement, dans ce cadre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, une dernière info Donc, avant de clore ce site rep, c'est au niveau européen. Donc, je mettrai l'article en lien. La France, bon, s'oppose, mais ça, c'est pas le sujet. Un projet de bouclier antimissile européen, allemand, qui est lancé par l'Allemagne, mais il y a une vingtaine de pays qui le soutiennent, si je me trompe pas, une vingtaine de pays européens, ou un petit peu moins. Avec des technologies, c'est là où je voulais en venir, technologies allemandes, américaines et israéliennes. Ce qui montre à quel point d'ailleurs Israël est 51e ou 52e État des États-Unis. Il marche pendant avec les États-Unis, et notamment au niveau des technologies militaires, parce que là on parle de technologie de bouclier antimissile. Hein. C'est très important. effectivement, Israël est très intégré dans les pays occidentaux. Je veux dire, c'est le énième pays de l'Union européenne aussi, alors que et à ce titre, d'ailleurs, je voulais rappeler le scandale, en fait, qui pour moi était un scandale, que le directeur, le responsable de l'AIEA, aille rendre visite à Tel Aviv avant d'aller en Iran, alors que Israël n'est pas du tout membre de l'AIEA. Et après, il émet un rapport en disant l'Iran ne respecte pas tout ce qu'il a signé comme accord sur le nucléaire. Alors, et ça a provoqué une crise énorme, etc. Mais c'est absolument incroyable. Et ça ne gêne personne que quelqu'un comme ça aille en Israël et puis sort avec un rapport qui est complètement en faveur d'Israël ou qui a complètement changé son rapport selon c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en plus de ça, il se dédie de ce qu'il avait dit avant sa visite en Israël. Absolument, tout à fait. Il change son rapport. Et bien sûr, voilà. Aïssa Donc en fait, oui, je voudrais, pour finir, oui, je mets pour finir, avant de vous dire au revoir, je voudrais vous demander de faire pression et de participer à tous ces mouvements pour la levée des sanctions contre la Syrie et pour la levée de l'embargo. Alors je rappelle pour ceux qui peuvent venir à Paris, merci à vous. Pour ceux qui peuvent venir à Paris, c'est le samedi prochain, donc le samedi 10 mars, si je ne me trompe pas, non, 11 mars. 11 mars. 11 mars. À 14h30 aux Invalides, un rassemblement qui va durer 2 heures. Donc contre l'embargo, pour la levée de l'embargo contre la Syrie. Tout à fait. À l'angle de la rue, je ne sais plus, je vous enverrai, mais en fait aux Invalides. Oui, je mettrai les informations en description de cette vidéo. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Eh bien, Issa Midani, merci à toi, merci pour toutes les informations que tu nous as livrées pendant ce site rep. Merci également pour tes analyses. Et je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.